Bonjour à tous, bienvenue dans le Stand-Up Chit Chat, le podcast humour informel. Et cette fois, je vous reviens avec un super humoriste, Romain Scura. Alors, je vous propose tout de suite de découvrir son humour et après, on passe au podcast. Parce que quelque part, je veux dire, nous les beaufs, on a notre propre compagnie aérienne, Ryanair. J'ai des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, hein, c'est le fait de répéter inlassablement, de manière obsessionnelle, un geste une centaine de fois sans nécessairement avoir le contrôle dessus. Et par exemple, avant de sortir de mon appartement, moi, je vérifie 100 à 150 fois les tacs de ma cuisinière pour convaincre le type qui a dans ma tête qu'elles sont éteintes. Et pour faire ça, je le fais à voix haute. Tu sais, comme si je voulais faire croire à ma conscience que j'étais pas complètement con. Vous savez à quoi ça ressemble? Ça ressemble à la prof qui, pendant qu'elle te lit une dictée, tu sais, elle passe à côté de ta feuille, elle voit que t'as mal orthographié un mot, du coup elle le dit plus fort. Tu sais, pour mettre bien l'accent sur ta connerie. Du coup, moi je suis devant mes tacs, ça se passe comme ça. Romain a bien éteint ses tacs. Romain a bien éteint ses tacs. Avant de se rendre à l'asile. Avant de se rendre... Romain, focus s'il te plaît. À l'asile. Ouais, je me sens un peu barge. Bon, c'est pas le Covid qui a fait ça non plus, hein. Je veux dire, j'ai capté ça récemment, mais je pense que c'est lié à la famille et fatalement mon éducation. Par exemple, j'ai découvert récemment que j'étais issu d'une famille de beaufs. J'aurais dû capter ça dès le départ, tu vois. Tout le monde sait ce que c'est un beauf au moins. Normalement, hein, on en a tous au moins un dans la famille. Généralement, c'est le gros tonton qui te balance des blagues bien graveleuses en soirée qui font rire absolument personne. Et qui a cette fâcheuse tendance, on sait pas pourquoi, après avoir balancé une vanne bien pourrie, à se caresser les tétons. Tout en regardant à gauche et à droite, c'est à la recherche d'un regard complice. Bon, hein. C'est même regard et même réflexion qu'il a tendance à faire avec la petite cousine. Eh ben, sache une chose, chez moi, toute ma famille est comme ça. Attention, pas avec la petite cousine, hein. Je vous dis, je suis pas encore tonton. Et non, c'est vrai. Et j'aurais dû griller ça dès que j'étais gamin, en vérité, que j'étais un beauf. Je veux dire, les soirées à se taper le plus grand cabaret du monde de Patrick Sébastien, les anniversaires où chaque année, t'avais les lacs du Connemara, l'inceste. Je dirais, à un moment donné, il y avait des évidences. Même en primaire, tu vois, le temps de midi à l'école, j'avais de la carapils. Ouais, ça a arrangé ma mère de savoir qu'il y avait 3 tartines dans une canette de bière. J'ai compris où il y avait une couille dans le potage, c'était quand j'ai vu le look chez nous, en fait. Là, j'ai fait un effort, hein, je suis sous couverture. Hein. Mais moi, quand je regarde mon père, je me suis dit, ouais, non, en fait, non, je comprends. Tu sais, il a le classique, hein, sandales, chaussettes, Marcel avec un dragon pailleté en or dessus, casquette truc en or. Hein, tu sens que la dernière fois qu'il a tenté de se prendre en main, c'était en 1984. Et même à ce moment-là, il avait foiré. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser aux enfants de 3 ans qui dessinent pour la première fois leurs parents. Tu sais, le dessin, il est éclaté. Mais les intentions sont bonnes, tu vois. Bah moi, la première fois que j'avais dessiné mes parents, le dessin avait une meilleure gueule qu'eux. Là, vous devez vous dire que mes parents doivent ressembler à ça. Seulement quand ils sont contents. Mais bon, j'avais quand même un avantage, hein, comparé aux autres élèves, c'est que moi au moins j'avais pas la nécessité de devoir dessiner les dents. Ce qui est quand même vachement pratique. Bonjour Romain. Salut. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour participer au podcast. Avec plaisir. Alors toi, tu fais du stand-up depuis combien de temps? Ça fait à peu près... non, je dirais que ça doit être ma cinquième année que j'entame. Donc c'était en 2016, 2017. Ouais, c'est à peu près ça. Je dirais plus 2016. 2016. Et j'avais fait une scène 1 an auparavant, une bonne année auparavant, que j'avais fait au Club of Comedy. Ah, comme moi en 2015 alors. Ouais, c'est ça. Et tu l'as fait quel mois? Parce que moi j'ai fait en juillet. Je saurais pas te dire, ça va tellement. Et j'avais fait une scène, ça s'est bien passé. Ouais. Et je me suis un peu reposé sur mes lauriers en me disant que c'était bon, que je pouvais Ouais. reprendre ça quand je voulais. Ah, J'écrivais beaucoup à ce moment-là, déjà, de base.
de sketch. Et puis après c'est mon ex qui m'a conseillé, qui m'a dit que j'avais quand même une grande gueule après une seule scène, que j'avais dit que j'étais humoriste. Et du coup, je lui ai dit, écoute, c'est pas totalement faux. Et je me suis lancé, comme j'avais pas mal de textes derrière, je me suis dit, ok, je me suis lancé. Et là, j'ai commencé à vraiment prendre le taureau par les cornes et à faire ça plus de manière continue. Et quand tu animais, parce que tu as été MC, on en a déjà parlé dans le podcast de la zinzinerie, à ce moment-là, tu avais déjà fait des scènes un petit peu au What the Fun ou quoi En fait, ouais, j'avais fait. Les scènes étaient extrêmement limitées, hein, beaucoup plus limitées qu'aujourd'hui, tu imagines bien. Et donc du coup, comme il y avait le What the Fun, il y avait déjà des humoristes et que le réseau n'était pas super répandu, je me suis dit que j'allais créer ma propre scène. Bon, c'était une scène, c'était rock'n'roll, t'es venu jouer, tu vois, c'était hyper rock'n'roll. Mais c'était ça qui était génial, ouais, et le public était bienveillant parce que c'était des humoristes, des amis des humoristes, les canapes, hyper confo, enfin, il faisait froid, mais... Ouais, c'est vrai qu'on se les gelait en hiver, il n'y avait pas moyen de chauffer, mais bon, c'était un entrepôt, c'était genre garage, tu vois. Mais très sympa. Faudrait qu'on mette, je sais pas si t'as des photos, parce que j'intégrerai des photos dans... Ah si, j'ai encore des photos de la zinzinerie, donc ça peut être drôle. Parce que c'est sympa pour les gens, etc. Mais voilà, je veux dire, en termes de. Ce qui est chouette, c'est que en termes de. C'est assez téméraire, donc en termes de test, quand tu fais quelque chose là-bas, quand t'es confronté à un vrai public, tu veux dire quelque part dans une autre salle, tu te dis ok, ça va, je veux dire, j'ai passé le pied. Et en plus, t'as directement été genre MC, quoi, donc le truc, moi j'ai jamais fait, quoi. Enfin, MC, c'est quand même. Enfin, c'est une chose d'avoir son sketch préparé, etc. Et puis d'improviser complètement à l'opposé des autres, c'est ouais, c'était une double pression et évidemment je connaissais pas du tout le rôle d'MC à ce moment-là, je savais pas du tout comment ça se passait. Oui, et puis je suppose que toi t'avais pas non plus suivi d'atelier à ce moment-là. Non, il y avait pas de ça. C'est un peu freestyle, on y allait. Non, je l'avais fait un peu tout seul à l'arrache et tout, même mes sketchs, étant donné que c'était mes premières scènes, du coup autant mes sketchs que mon rôle de MC, je pouvais pas assurer le job pour tous les humoristes, quoi. Moi, chapeau derrière et tout le reste, quoi. Mais bon, voilà, c'était une super expérience, ça m'a permis de me driller et de mettre un coup de pression, quoi. Ouais, c'est chouette. Et oui, au niveau de ta méthode d'écriture, comment tu fais donc pour écrire? Tu fais ça, enfin, je te laisse expliquer. En fait, généralement, moi, je suis très sur le texte, en fait, donc j'écris vraiment, allez, je veux dire un peu à la cédille près, quoi. Mais est-ce que tu attends l'inspiration et tu notes, ok, ça va être marrant, ou tu t'assieds devant ta feuille Bah ouais, je me pose devant ma feuille, généralement je fonctionne sur une thématique que j'ai sélectionnée, c'est quand je me promène dans la rue ou quoi que ce soit, je note vite fait 2-3 mots-clés. Une fois que j'ai ces mots-clés, une fois que je rentre chez moi, je me mets sur ma feuille, j'écris et voilà, et je vais tirer je tire la corde jusqu'au bout sur la thématique. Parfois c'est pas nécessairement une thématique, mais c'est une idée de blague, et j'essaie de l'incorporer dans un sketch que j'ai déjà, quoi. Et du coup, quand tu fais tes chroniques, parce que tu as fait des chroniques à la radio sur Arabelle, est-ce que c'est différent, enfin est-ce que tu écris différemment pour la scène et pour les chroniques? Ouais, j'écris différemment, c'est-à-dire que c'est un peu... j'ai l'impression que quand j'écris une chronique, c'est un peu plus comme si je m'adresse à une audience, donc c'est pas comme si je pouvais vraiment y inclure mes expressions faciales, ma manière de me positionner, ma manière de dire quelque chose, ou alors si j'ai une image qui me vient en tête, c'est plus difficile effectivement de pouvoir la mettre en place à la radio que de la mettre sur scène, et donc du coup je dois pouvoir mieux expliciter les choses. Mais et voilà, donc je passe quand même pas mal de temps sur une chronique, je dirais 4-5 heures quand même, quoi, et après bon, il y a un petit travail derrière, quoi. Donc c'est pas le même job, non, c'est pas le même ton, quoi. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans la scène, par exemple? Je suppose que c'est pas forcément l'écriture, mais que c'est le moment où tu es sur scène et d'avoir le retour du public. Mais ce qui me plaît vraiment le plus, c'est quand je rentre dans des personnages, en fait. Ah, oui. J'ai des passages comme ça où j'essaie où je donne une métaphore et rentrer dans un personnage en particulier qui sublime un peu cette métaphore, c'est ce que je préfère. Parce que j'ai l'impression de me sentir, j'adore me sentir dans un personnage, c'est le moment où je me sens vraiment... Ouais, puis c'est là qu'on peut dire des trucs qu'on pourrait pas dire en tant que nous. Oui, c'est vraiment ça aussi, c'est vraiment ça aussi. Ça passe parce que c'est un personnage complètement dont on se moque. Ouais, c'est ça, clairement. Au niveau de tes ambitions, donc toi t'es humoriste à full time pour l'instant? Pour l'instant, ouais, c'est ça. C'est pas easy, mais j'essaie de me lancer à fond là-dedans, et le temps de l'écriture de spectacle. Avant, j'étais barman, barista, donc je travaillais beaucoup, mais j'avais un temps plein. Je travaillais la nuit pendant 15 ans quand même, donc à un moment donné, c'était plus possible. Ouais, je comprends. Je travaillais en journée, et puis après, j'ai décidé d'arrêter, de me dire, parce que bon, le stand-up, c'est une vraie passion, donc je me suis dit, ok, je vais m'y prendre à fond. Et en attendant, il va voir ce que ça donne. Le temps d'écriture d'un spectacle, après,
Et à un moment donné, faute de thunes. Et quoi, toi, t'as combien de temps là pour l'instant pour le spectacle de rôder? Là, de rôder, j'ai quand même énormément, donc je dois avoir, j'ai pour, je dois avoir 3 heures facile, mais, le truc c'est qu'évidemment il y a énormément à retirer, donc je veux dire de correct, j'ai 1 heure, maintenant l'idée c'est d'arriver vraiment à le sublimer, à le sublimer, ouais c'est ça, c'est vraiment à polir le truc, à retirer vraiment ce qui est, pour en faire quelque chose de vraiment correct. Et ça, pour ça tu te fais aider par un metteur en scène ou tu fais encore tout seul? Non, je fais tout seul, maintenant ce qui est cool c'est qu'à côté de ça, comme j'organise aussi tu sais, des scènes avec des potes, parfois avec d'autres potes humoristes, hein, tu connais Thomas et tout ça, tu vois, on se voit, j'ai des retours, et ce qui est cool c'est qu'aussi les scènes, qu'il y a des moments je teste, des blagues que j'avais pas faites depuis longtemps, et je me dis est-ce que ça je peux l'inclure dans un futur spectacle, et c'est à ce moment-là que je complète et que j'essaie de construire le bazar. Mais c'est chouette. Et donc toi, moi j'aimerais bien aussi avoir, finalisé, moi j'ai pas 3 heures mais j'ai plutôt 40 minutes, j'aimerais bien développer et avoir un truc efficace pendant 1 heure, et bon, je sais pas au bout de combien de temps j'y arriverai, mais ça met du temps. C'est un gros processus. Maintenant, quand je te dis 3 heures, c'est vraiment pas du style. C'est parce que j'ai beaucoup de contenu, mais j'écris beaucoup. Mais il y a des trucs, il y a plein de textes qui sont claqués au sol, et j'essaie de reprendre juste quelques bonnes idées qui avaient émergé dedans. Excuse-moi. Donc, oui, tout ça on a dit. Oui, donc par rapport à l'argent, parce que, à l'argent. Donc toi, tu as dit que tu avais travaillé donc, pendant des années, donc tu as pu mettre un peu de côté, parce que c'est pas facile, tu vois, de gagner, allez, on va pas se mentir, le chapeau, ça paye. Non, le chapeau, c'est limite quoi. Et quand on a un, et d'ailleurs, tu sais très bien, en fonction du monde et tout, du public. Ouais, et puis il y a pour la partie des organisateurs, ce que l'humoriste récupère de. Le chapeau peut varier entre, c'est ça, tu le sais, entre 10 et parfois quand t'as 50 balles, t'es content. Non, moi j'ai rien économisé, je suis très mauvais là-dedans. Donc du coup, là je suis au chômage en attendant. Mais. Et c'est pour ça que j'essaie aussi d'organiser des scènes à gauche à l'autre en attendant, tu vois, parce que c'est pas que le procédé d'écriture, c'est pour ça que j'aime bien faire MC. J'essaie en fait de créer un aspect plus complet en fait de ce que représente. J'ai pas envie de faire que du stand-up pour du stand-up non plus. Par exemple, il y a le stand-up, il y a aussi le fait de faire donc MC, il y a le fait d'organiser des scènes, il y a le fait aussi de faire des vidéos à côté, où j'essaie avec d'autres humoristes de pouvoir, oui, comme par exemple, ils ont fait What the Fun, les Anonymes. Ouais, c'est ça. C'est de faire des trucs comme ça, bon, avec le budget possible. Mais si j'ai un pote par là qui a du matos, un autre qui a un peu de quoi faire du son. Et je pense ce qui est pas mal, c'est d'arriver à réaliser un bon pilote, tu vois. Ouais, c'est ça. Et après, si tu peux peut-être le présenter à des boîtes de prod qui peuvent alors, du coup amener l'argent et tout. Clairement. Et alors aussi, je voulais te poser la question des réseaux sociaux. Donc toi, tu as une page Romain Scura, c'est ça? Ouais, c'est ça. Page. Et comment tu fais pour la développer? Bon, tu postes, j'imagine, dès que tu as une blague, un petit truc. Voilà. Maintenant, le truc, c'est que en fait, je suis hyper mauvais sur les réseaux sociaux. Je suis vraiment une brêle. Donc, ce que je fais, c'est que je me contente autant sur Facebook que sur Instagram. Donc, ça, c'est un truc que j'ai du mal à faire développer parce que j'ai du mal à alimenter moi-même le réseau. Maintenant, dans l'optique d'une page avec mon collectif pour pouvoir organiser des scènes, ça c'est peut-être un peu plus détaillé quoi. Pour moi tout seul j'ai il faut que tu te dises allez je dis que je joue là parce qu'il y en a qui sont très bons, qui font des super beaux visuels et qui disent alors en mars voilà toutes mes prochaines dates là. Et ils prennent le temps, et d'ailleurs je devrais avoir le temps de pouvoir faire ça, c'est juste que c'est quelque chose qui en moi j'ai du mal à me vendre. Oui, c'est vrai que ça peut paraître un peu prétentieux. C'est vrai qu'au départ, quand tu crées ta page, tu te poses la question, je sais pas si tu te l'es posée aussi, est-ce que vraiment je me fais une page? C'est ça. Mais après, une fois qu'on a passé ce cap et qu'on se dit, si, ça fait partie du métier. Et finalement, c'est complètement normal en fait. C'est la logique même. C'est juste que moi, les réseaux sociaux, déjà de base, c'est pas que je suis pas friand, mais c'est juste que j'ai du mal à le faire. Donc moi c'est le côté un peu plus, je sais pas, terre à terre, tu vois, je fais une scène, etc. Bon maintenant tu vas me dire le bouche à oreille, je veux dire c'est mieux les réseaux sociaux quand même. Le bouche à oreille c'est bien, mais si t'as pas de page, non, ils vont oublier. Tandis que si tu dis le bouche à oreille, regarde sa page, après tu vois, Mais ça c'est un truc que je dois résoudre et que je dois mettre en place, c'est vraiment essayer d'alimenter mieux mon réseau social quoi. Parce que
c'est pas avec ça que je fais en sorte de vraiment avancer, c'est dommage quoi, parce que je pourrais vraiment bien l'exploiter. Et comme tu disais, faire des choses visuelles, exposer toutes mes dates par exemple. Ouais, parce que c'est autant pour le public que je pense pour les autres organisateurs de scène ouais, c'est ça. qui vont peut-être te regarder différemment en disant ah ouais, ok, il a autant de ça par exemple, ça vraiment pas pensé, tu vois. Non, c'est vrai, parce que c'est vrai que c'est quand même, on va le dire quand même, c'est pas des copinages, mais c'est quand même, il y a les organisateurs de scène, puis il y a les 200 ou 300 humoristes qui tournent en Belgique, qui ont envie de jouer, et parfois c'est aussi des contacts et tout, on s'entend bien, voilà. Mais donc, si on débute, parce que c'est quand même un podcast qui s'adresse à des gens qui veulent se lancer, peut-être qu'ils n'auront pas tout de suite les contacts, et donc ils auront peut-être pas tout de suite des scènes, donc ils vont devoir user de créativité. Ouais, mais c'est ça, pour pouvoir se mettre en avant aussi. Une fois que t'es repéré, que tu fais partie du truc, après t'es plus facilement des scènes aussi, mais ouais. Et je sais pas si tu voulais encore ajouter quelque chose, ou bien si tu veux déjà passer au conseil, ou si... non, ça va, je pense que... C'est qu'on a été vite, j'ai l'impression. on a tracé, mais... On a tracé un peu. Attends, est-ce que si jamais je peux... Sur les chroniques radio, peut-être, je sais pas si tu veux en parler un peu plus. Donc, t'as fait ça sur Arabelle. J'ai fait ça sur Arabelle. À la base, j'avais fait une ou deux chroniques, j'en avais fait il y a longtemps. J'avais eu l'occasion de pouvoir faire 2 chroniques sur RTL. Et donc c'était le premier exercice que je faisais quoi. Après je m'étais dit c'est cool parce que ça rajoute plus de cordes à mon arc. Et me dire du coup, parce que je savais pas exactement à ce moment-là comment est-ce que s'écrivait une chronique quoi. Donc j'écris un sketch que je lis à la radio quoi. Ce qui est quand même pas le même exercice. Et de fil en aiguille via Arabelle qui m'a proposé une fois de pouvoir le faire. Bon, c'était difficile de le faire tous les jeudis parce qu'elle me disait que si jamais je voulais pouvoir le faire, je pouvais le faire, mais le problème c'est que c'est 5 heures d'écriture, machin, etc. Il faut avoir des idées chaque semaine, c'est pas tout. Ouais, c'est ça. Bon, maintenant, c'est vrai que l'actualité, on a été pas mal servi pendant un petit temps, donc je veux dire, c'était un peu de la chance pour un humoriste, moins de la chance. Tu vois ce que je veux dire. Mais en soi, c'est un bon exercice et ça me permet aussi de me renouveler. C'est-à-dire que si j'écris un truc, c'est une thématique que j'aurais pas nécessairement abordée. Et donc je me dis, ah putain, ok, j'ai une bonne vanne à peut-être mettre, éventuellement le mettre sur scène et à la tenter quoi. Et à ce moment-là, ça permet d'ouvrir plusieurs portes également quoi. Mais ouais. Et au niveau de... Donc t'as envie d'être humoriste depuis combien de temps? C'est depuis tout petit ou... En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai été... quand j'avais 16 ans, j'ai joué dans un groupe de rock, tu vois. Un groupe de métal. C'était le chanteur? Chanteur, ouais, parce que c'était pas cher. Et donc tu t'es entraîné à crier parce que les métalleux... Ouais, en fait c'est ça, mais c'est parce que comme je savais pas chanter, qu'est-ce que je faisais, tu vois, je criais, c'était le plus pratique. Et mais ils étaient vraiment bons dans le groupe, c'était vraiment bon. On a joué 5 ans et j'ai fait de la scène avec eux pendant longtemps. Bon maintenant tu sais c'était une petite scène dans des endroits, c'est un peu local quoi, tu vois, et on s'est bien marré, on avait fait un petit CD, machin, etc. Mais j'étais clairement mauvais chanteur. Mais le truc c'est que moi je m'éclatais, j'adorais la scène, j'adorais l'écriture. À un moment donné, voilà, on en a parlé ensemble, on dit ouais Rome, pour t'améliorer et tout, j'ai dit non les gars, je pense qu'on va arrêter là parce que eux ils évoluent à fond en termes de... Mais t'aurais peut-être pu prendre des cours de chant. Ouais, c'est vrai, mais je me rendais compte que finalement, moi ce qui me plaisait c'est vraiment la présence sur scène, l'écriture, et je me rendais compte que finalement, sur la fin, je commençais à me forcer à chanter sur scène. C'était pas mon truc quoi, et je savais que j'étais pas nécessairement bon quoi. Donc après j'ai commencé à me lancer dans l'écriture à travers différentes choses, différents formats comme la poésie ou alors... même un roman, tu vois, que j'ai pas... Donc t'as ce besoin artistique. Ouais, j'ai besoin d'exprimer ça, et à travers l'écriture notamment, et à un moment donné, j'ai réalisé que, c'était en regardant du stand-up américain, j'ai percuté que c'était vraiment ça que je voulais faire en fait, et que je savais pas exactement par quel biais je pouvais et profiter de la scène et écrire en même temps, sur quel cadre, à quel niveau, comme j'aimais bien les deux, et je me suis dit bah cool, le stand-up ça s'y prête parfaitement pour les deux exercices. Et je me suis dit en même temps voilà, le stand-up ça te permet de toucher à tellement de choses, il y a tellement de facteurs. Et c'est une porte d'entrée pour parce que le stand-up c'est accessible à tout le monde, enfin assez facilement. Le cinéma c'est beaucoup plus fermé, tu vois, donc j'allais dire que si admettons ça peut être un tremplin pour effectivement une mini-série, par exemple, je pense à Carole Matane qui a commencé par la scène,
qui après a fait une série Une semaine sur deux qui était vraiment chouette, je vous recommande. Et donc maintenant peut-être, bon après je sais pas si elle fait du cinéma, mais enfin elle est déjà repérée, elle est déjà... Ouais, ça te permet d'accéder à d'autres choses, parce que quelque part t'as aussi ce truc où t'es un peu acteur aussi, voilà, quoi. c'est Tu ça. vois, quelque part, c'est pour ça que t'as une personne sur scène, et que t'as justement, que tu te donnes aussi, que certains se donnent un nom de scène pour essayer de créer cette distorsion entre toi et le personnage que t'interprètes, ou le personnage que t'es susceptible d'interpréter, tu vois. Et qui tout t'accorde plus de liberté. Il y a plein de gens, par exemple, super timides, qui font de la scène, une fois qu'ils sont sur scène, tu vois, ils sont dans un autre mood. Enfin bon, maintenant tu vas me dire ça varie, hein, mais voilà. Oui, en général, enfin, je sais pas, mais il y a soit peut-être des gens super extravertis qui ont toujours été le rigolo de la classe et qui c'était super naturel pour eux de faire ça, ou alors justement des gens qui, enfin comme moi par exemple, qui étaient beaucoup plus réservés, qui encaissaient les coups sans avoir beaucoup de répartie, puis à un moment qui s'est dit bon je vais faire de l'impro comme ça moi je pourrais me défendre. Ouais, je vois ce que tu veux dire, et puis après finalement c'est drôle et si je faisais du stand-up quoi, tu vois. Bah, moi j'étais justement un peu le clown de la classe à l'école et le truc c'est que c'était marrant parce que du coup moi c'était un peu le classique, l'erreur classique que tes potes te font en disant ah mais Rome mais tu devrais faire du stand-up et tu dis ah mais ouais c'est pas une mauvaise idée et quand tu le fais tu te rends compte que le job il est complètement différent, c'est pas du tout la même chose et parce que moi j'avais une obsession du texte ou des choses comme ça, tu sais les trous de mémoire ou des choses que t'as pas envie de louper, tu dis ouais moi je sais pas jouer en roue libre en impro comme je pouvais le faire, je sais pas quand j'étais à l'école parce que tu sais enfin voilà c'est un noyau que tu connais, c'est des gens que tu connais, alors peut-être faire ça à chaque fois différent donc ça change quoi, c'est pas comme si c'était un public déjà conquis de base, c'est pas ton public. C'est ça surtout c'est ça quand les gens viennent te voir que t'as ton spectacle, a priori ils ont déjà vu des extraits, ils sont déjà motivés, mais c'est vrai que quand ils vont dans une scène ouverte, peut-être qu'ils ont adoré le passage précédent et puis que toi ton univers, ouais c'est ça, ou peut-être ils vont accrocher ou pas, et c'est vrai qu'il y a des humoristes qui sont forts parce qu'ils arrivent à sentir, tu vois, et alors et du coup on va faire une interaction publique et directement ils partent en ils arrivent à savoir exactement un peu comment le public se profile et ça c'est par exemple c'est ça qui est chouette de faire MC aussi, tu vois, parce que ça me permet mieux d'harponner exactement dans quel mood les gens sont quoi, et me dire ok d'accord c'est plus comme ça qu'ils se dirigent, je vais peut-être tenter plus ça, aussi certains types d'humour par exemple, tu vois. Et par rapport à MC, il y a Adèle qui m'avait parlé de ça, il avait, lui, son astuce, entre guillemets, c'était de poser des questions fermées toujours au public. Comme ça, il sait déjà, par exemple, oui, non, et il prépare une nouvelle interaction au cas où si c'est oui, ou au cas où si c'est non. Ça permet que ce soit préparé, entre guillemets, même si ça paraît être tout à fait tu vois. Je sais pas si toi tu fonctionnes comme ça, ou si c'est vraiment... non, moi je travaille juste beaucoup mon texte d'introduction, tu vois. J'essaie de rentrer le plus possible en interaction avec le public, donc en posant des questions simples, en jouant aussi avec l'endroit, tu vois, en essayant de voir un peu comment les gens sont, si, tu vois, en voyant qui est venu, je sais pas, en couple, ou qui est une bande de potes, essayer d'apprendre les gens aussi les plus détendus. Ouais, c'est ça. Parce que c'est avec eux que tu peux avoir des interactions beaucoup plus faciles. Si tu vois quelqu'un qui est occupé déjà de se marrer avec des potes, tu vois, tu les charries, tu les fais rentrer dans ton jeu. Et à ce moment-là, tu crées, je sais pas, tu peux même créer un petit running gag, tu vois, utiliser plus tard, ou que les humoristes peuvent exploiter. Maintenant, oui, questionner le public, savoir un peu, voilà, s'ils sont là depuis les questions de base, en fait, pour pouvoir amener d'autres questions. Mais pas des questions trop ouvertes. Enfin, moi, une fois, j'avais voulu, dans mon sketch, interroger le public. J'avais posé une question très ouverte, et puis la personne était partie un peu toute seule, tu vois. Et après, à un moment donné, j'étais là, ok, comment est-ce qu'on fait pour intégrer ça? Surtout que c'était une période, je pense, très sérieuse, tu vois, qui répondait avec un ton pas du tout drôle, tu vois. Genre, je sais plus ce que c'était, mais tu vois, vraiment, et donc je me dis, ouais, les questions où tu dis que c'est quoi ton job, ils répondent. Et un truc plus cadré, tu vois, pas faire alors comment ça va, alors ça va. Ouais, c'est ça, et c'est ça, et l'idée de maintenir, parce que même par exemple sur une question aussi ouverte, tu vois, l'idée de maintenir, l'idée en tant qu'MC, c'est de maintenir que c'est toi qui mène la barque en fait. Voilà, et ça faut pas l'oublier, parce que on peut avoir cette tendance à le zapper. C'est comme par exemple une vanne qui marche pas, il faut arriver à zéro, je m'en fous, c'est moi qui dirige le navire, quoi. Je dois faire en sorte de continuer, et je maintiens le cap, et les gens doivent venir avec moi. Si par exemple, comme tu disais, tu demandes ça va et que la personne elle commence à devenir super sérieuse, il faut savoir rebondir dans l'immédiat et dire wow, écoute, on n'est pas en psychothérapie,
ou des trucs comme ça. Et, ou bien faire genre, ouais, t'as bien fait de venir te changer d'idée parce que je crois que ouais, mais voilà, c'est ça. En bondissant, bon, évidemment, dans un ton humoristique, oui, voilà, je vais pas la lapider. Pas la lapider, voilà, mais exactement. c'est histoire que la personne, enfin voilà, et que tout le monde s'en marre et de jouer là-dessus, quoi. C'est pour ça que l'impro, ça peut aider. Je sais pas si toi, t'avais fait de l'impro. J'avais fait de l'impro, justement, ouais, parce que, justement, je cherchais, comme j'avais mes textes quand je les jouais, ne fût-ce que quand je faisais mes premières scènes, j'avais du mal à m'exprimer, mais avec légèreté, c'est-à-dire à sortir un peu de mon texte et pouvoir me laisser aller, peut-être parler un peu avec le public. J'étais très dans mon texte, très fermé. Donc j'en ai fait à peu près pendant 6 mois, ouais. Et tu sens que ça t'a aidé. Ouais, ça m'a énormément dépanné. C'est chouette. Ça m'a permis aussi de plus me sentir à l'aise. Et pas avoir peur, justement, de partir en roue libre. Non, c'est ça. Et d'être plus présent sur scène, en fait, d'être moi sur la scène, plutôt que d'avoir l'impression de me voir moi en train de jouer parce que je suis occupé de m'analyser pendant que je joue mon sketch, tu vois, des choses comme ça. Donc ça m'a permis vraiment d'être dans le... D'être dans le moment, quoi. Ouais, c'est ça. C'est chouette, c'est chouette. Écoute, je sais pas si tu voulais dire encore, aborder un thème ou quoi en particulier. Non, pour moi ça. S'il y a des choses importantes. Alors sinon on peut peut-être juste terminer par les conseils que tu donnerais donc aux gens. Ça me fait marrer parce qu'il y a un de MC la dernière fois il m'a présenté en disant alors elle a 14 abonnés sur sa chaîne tu vois. Et j'ai regardé et je me suis dit oh mais c'est pas possible tu vois. Et j'ai regardé et j'ai fait ah merde en fait j'en ai 13 tu vois. Donc je remercie ces 13 abonnés voilà qui soit. Mais donc bref il y a peut-être des gens qui regardent qui sont pas abonnés. Non bien entendu voilà. Aucun problème. Si jamais tu as des conseils pour eux pour les gens qui veulent se lancer dans le stand-up qu'est-ce que tu leur dirais pour les gens qui ont envie de se lancer dans le stand-up, il faut le fait de faire, d'écrire et de pouvoir se lancer dans le stand-up, il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte que, évidemment, la première chose, c'est la peur et le temps de pouvoir se mettre sur scène. Pas avoir, au moment de monter sur la première scène, pas avoir cette critique trop acerbe, trop dure envers soi-même, parce que tous les facteurs à mettre en compte, c'est-à-dire, il y a l'écriture, il y a le fait de performer, le fait de répéter, le fait de jouer, le temps les secondes, le silence, de la présence scénique, ta manière de développer tout ce que tu vas faire ou dire, la pression qu'il y a en face du public, tout le reste, le cadre dans lequel tu es. Ce que je veux dire, c'est que les gens ne doivent pas se mettre... S'ils veulent faire du stand-up, qui testent, qui se lancent, pas avec une critique trop acerbe, mais pas en prenant ça la première fois de manière ultra sérieuse. C'est surtout ça, pas le prendre de manière ultra sérieuse la première fois, mais déjà le fait de se dire ok je monte sur scène, je balance quelques blagues, on voit ce que ça donne après, c'est déjà énorme, c'est déjà un job énorme en soi, c'est déjà assez conséquent, donc prendre les choses pour les premières fois avec une certaine forme de légèreté, et puis après si jamais ils veulent continuer ou faire plus, enfin voilà, et en faire je sais pas leur vie ou quoi que ce soit, à ce moment-là, voir ce qui va pas. Mais pour la première scène, s'ils veulent se lancer, qu'ils écrivent quelque chose. Et c'est normal pour la première scène de pas faire un carton. Enfin, il y en a qui y arrivent. Il y en a qui arrivent, mais c'est pas. Ouais, voilà. Il est arrivé au concours, genre dans la première scène, ok, bam, et c'est ça. Donc ça existe, mais bon, la plupart des gens, je pense, leur première scène, c'est pas leur première scène. Non, c'est pas systématique, mais c'est juste, voilà, ça doit pas non plus les empêcher de continuer. De continuer. Non, l'idée, c'est vraiment. C'est aussi un aspect. C'est une belle remise en question, c'est un aspect très personnel aussi parce qu'il faut une certaine dose de courage. Il y a des gens qui le font pour plein de différentes raisons, quoi. Qui le font parce que pour essayer de vaincre leur timidité ou autre. Et c'est un super exercice parce que ça inclut tellement de facteurs ambiants que ça te permet vraiment. Il faut une dose de courage et quand elle est faite, c'est bien. Après, parce qu'il y a à travailler, évidemment. Enfin, je veux dire, même les humoristes confirmés constamment se remettent en question et travaillent encore. Et ça ne les empêche pas de faire encore un bide quand ils ont un nouveau texte. C'est possible. Désolé. T'inquiète. Je parie que ça va de la fin. À bientôt, à très bientôt. Ça va nickel. Merci en tout cas d'être venu. Merci à toi. Et je mettrai dans la barre d'infos ta page et tes infos, soit ton actualité, ce que tu veux. Ça va nickel. Et à bientôt. Ciao. Merci encore à Romain Scura et désolé pour l'interruption téléphone. À bientôt.